Voilà, donc dans ce chapitre-ci, très important, on va s'attacher à essayer de contrôler en position un moteur à courant continu. Donc les moteurs de puissance en courant continu aujourd'hui étant en pleine déperdition, on va plutôt s'attacher à un moteur basse puissance, donc qui est le moteur DCX qui a été modélisé dans le chapitre précédent, qu'on viendrait contrôler en position via une électronique de contrôle, donc tel que un hacheur, mais doté d'une intelligence pour pouvoir faire un asservissement de position. Donc voilà un petit exemple de situation. On a repris le moteur ici avec son réducteur et la charge qu'il entraîne. Et puis ça c'est donc la partie qui a été modélisée dans le chapitre précédent. Le hacheur ici avec 2 bras et 4 interrupteurs, l'alimentation de laboratoire par exemple, mais ça peut être une batterie aussi. Et donc ce qui va se passer, c'est que le hacheur pilote le moteur en tension. Si on était en boucle ouverte, il irait simplement dire si je veux aller 2 fois plus vite, je vais augmenter x2 la tension à l'entrée du moteur sur l'induit. Mais étant donné que ici on veut faire un asservissement, on voudrait bien pouvoir imposer une consigne de vitesse et lui dire maintenant tu dois aller à 2000 tours par minute. Et donc pour ça il va avoir besoin d'un feedback ici en vitesse via le codeur qui sera placé en bout de moteur ici. Il y a un retour de courant qui va se faire aussi pour une régulation efficace et la valeur de courant qui est mesurée généralement au sein même de l'électronique ici. On peut avoir une supervision avec l'appareil, on peut avoir d'autres capteurs au niveau de la charge en fonction de ce qu'on veut faire. Et la question est, qu'est-ce que je dois programmer ici dans mon processeur pour pouvoir piloter avec une consigne de vitesse ou de position ou de couple mon moteur et la charge en tout cas qu'il entraîne. Alors on ne va pas travailler ici sur des moteurs qui sont à excitation indépendante, même s'il y aura une petite note au tout dernier slide qui en parle. Parce que ça n'existe quasiment plus. Mais donc en général, lorsque vous arrivez à tension nominale, vous ne pouvez plus monter la vitesse de la machine, excepté si vous arrivez à démagnétiser la machine et donc réduire son flux en désexcitation, ce qui n'est pas possible nous avec notre moteur à aimant permanent. Donc on fera une petite note là-dessus en fin de chapitre, mais a priori on ne va pas traiter cette situation-là ici. Et donc on retrouve notre démarche qu'on avait établie dans le chapitre d'introduction, c'est-à-dire on est à la fin de cette démarche-là avec la partie contrôle, puisqu'on a déjà modélisé, identifié la machine dans Simulink, et on doit développer ici la partie contrôle. Et donc si on va rechercher dans le chapitre d'introduction ce qu'on avait dit, c'est que de manière générale pour toutes les machines, on va essayer de placer une structure en cascade qui permet de traiter la consigne de vitesse ici, tout en restant quand même dans des valeurs contrôlées au niveau du courant. Donc pour prendre une petite situation, si vous demandez ici de démarrer à 2000 tours par minute et qu'on est à l'arrêt, donc la mesure de vitesse au niveau du codeur donne 0, elle est traitée par la partie data processing ici, et on dit ok 0 tours minute. Ça veut dire que le régulateur en vitesse va vouloir réagir assez rapidement puisque l'écart entre la consigne et la valeur mesurée est grande, et on devra d'ailleurs le limiter pour ne pas qu'il dépasse ces valeurs nominales de la machine. La sortie, c'est quoi? Ça pourrait être directement la valeur de tension de consigne, et lui dire, dans ce cas-là, il faut mettre la tension maximum sur le moteur pour aller démarrer le plus vite possible. Mais ça correspondrait à une pointe de courant très importante, et donc avoir une régulation en courant à l'intérieur de la cascade et de la boucle en vitesse, ça ne peut être qu'intéressant. La sortie du régulateur de vitesse devient la consigne de courant, mesurée au courant ici, mesurée. Et à ce moment-là, on peut avoir un régulateur de courant qui nous sortira notre tension de consigne. Donc tension de consigne qui est la tension d'induit du moteur, comme on le verra, mais c'est aussi plus généralement la tension de commande qui va rentrer concrètement dans le PWM, qu'il faudra programmer aussi au niveau du processeur. Et c'est la comparaison de la tension de commande et le signal triangulaire qui va vous sortir les états on-off pour les 4 interrupteurs dans le montage de puissance ici, la partie puissance qui est placé ici verticalement, et on n'oubliera pas la partie gate drive bien sûr, même si on n'en discutera pas ici. Donc en fait on va quasiment plus parler de ceci et de la partie puissance, puisque ça a déjà été évoqué avant, mais on va essayer de se focaliser un peu ici sur des questionnements par rapport à la boucle, qui a priori a l'air simple comme ça. Alors d'un point de vue contrôle, si je vais rechercher cette boucle et que je l'associe au modèle de la machine, dans Simulink, je peux déjà tester
à 100% mon contrôle et établir par exemple les paramètres des régulateurs. Donc par rapport à cette boucle de contrôle, on va se poser ici toute une série de questions dont on va essayer d'apporter les éléments de réponse principaux. Première question, assez facile, est-ce que cette partie régulation, je la programme sur un système qui est analogique ou sur un système qui est numérique? C'est-à-dire, est-ce que je commence à m'amuser avec des amplis, des capas, des résistances pour essayer de fabriquer mon régulateur via des composants sur un PCB, ou est-ce que je vais programmer ma régulation sur le processeur ici en numérique? Alors il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des deux situations. On pourrait donner comme avantage principal du numérique le fait de pouvoir aller programmer et reprogrammer à volonté finalement les paramètres des régulateurs au sein du processeur, puisque un double clic sur le PC qui est interconnecté au processeur et je vais changer dans le code assez rapidement les valeurs du terme proportionnel, intégral, etc. des différents régulateurs. Donc ça c'est un gros avantage, c'est la flexibilité au niveau du processeur et du paramétrage des régulateurs. Un petit avantage quand même pour la partie analogique, c'est sa fiabilité, parce que un processeur ça peut encore planter. Et donc ça peut, le jour où ça plante, causer des soucis ou des dégâts dans votre système d'entraînement, alors qu'au niveau analogique, vous avez quelque chose qui est quand même, du fait que c'est hardware, c'est quand même quelque chose qui est plus fiable. Voilà, on pourrait continuer la comparaison entre les deux, mais je pense que c'est fait dans des UE annexes, donc j'ai sorti ici la comparaison avec les deux éléments qui me paraissent les plus importants dans la comparaison au niveau de la programmation de cette partie contrôle. Deuxième question, aussi relativement simple, comment est-ce qu'on peut définir les limitations en sortie des régulateurs ici? La réponse est que ici, vous sortez du régulateur de vitesse une consigne en courant. Donc ça veut dire que la limitation elle se fait sur le courant. Pourquoi est-ce que je dois limiter le courant? Parce que c'est le courant au niveau du moteur qui est une image de son échauffement. Et donc si vous dépassez la valeur du courant nominal, vous risquez d'avoir simplement des dégâts sur le moteur qui va brûler. Si on regarde ici le régulateur en courant, sa sortie c'est une tension, et donc a priori on doit limiter la valeur à la tension de l'induit de la machine. Alors on sait qu'on peut aller jusqu'à 1,2 fois la tension nominale, on pourra encore se permettre ça. Une petite remarque quand même par rapport aux limitations en courant. Si vous faites un démarrage et que votre consigne est à démarrer à fond et que vous mesurez 0, il va falloir limiter votre régulateur à la valeur. Alors, si vous limitez au courant nominal, vous allez augmenter le délai de démarrage. D'accord? On peut pas avoir les deux. Soit je mets beaucoup de couple sur le moteur et je laisse passer la pointe de courant, et tant pis si je vais à 1,5 fois le courant nominal, parce que je me dis que c'est pendant un temps très très court, c'est en régime intermittent, et je laisse passer cette pointe-là, et au niveau de l'échauffement moyen, sur le démarrage et sur ce qui va suivre, je considérais que je suis encore bon, je serai en dessous des seuils d'échauffement maximum. Donc ça c'est la première solution, je laisse passer la pointe, ou alors je bride le moteur, je l'empêche d'avoir beaucoup de couple pour démarrer vite, parce que je mets une limitation ici en courant à la valeur du courant nominal, et à ce moment-là je devrais me contenter de plus de temps pour démarrer. Donc cette limitation est quand même relativement importante quand vous allez avoir ça dans votre simulation par exemple, au niveau de l'interprétation. Alors question suivante, comment est-ce qu'on va faire une régulation de couple sur un système comme celui-là? Alors le plus bel exemple de régulation de couple, je pense que c'est votre voiture. Quand vous êtes au niveau de la voiture, ce que vous contrôlez au niveau de votre pédale d'accélération, c'est le couple. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de monter, vous allez pousser sur la pédale d'accélération pour essayer de vaincre finalement la pente qui fait tendre votre voiture à ralentir. Donc vous essayez de lui donner plus de force pour gravir la côte. Mais si vous descendez, vous allez avoir tendance à relâcher la pédale, à donner moins de couple à la machine. C'est pas pour ça que vous allez moins vite, vous allez même plus vite parce que vous descendez, donc la voiture est entraînée. Mais concrètement, vous avez quasiment relâché la pédale. Donc vous n'avez pas donné une consigne de vitesse puisque le véhicule va plus vite.
alors que vous lâchez la pédale. Mais par contre, vous lui dites, je lui donne moins de force, parce qu'à la limite, il n'a même pas besoin de force pour descendre. D'accord, donc c'est bien une régulation en couple que vous avez dans cet exemple très concret, dans un véhicule, qui pourrait d'ailleurs se translater à un véhicule électrique, c'est exactement le même principe. Donc dans un véhicule électrique, on aurait une consigne de couple, et cette consigne de couple, comment est-ce que je peux ici aller modifier ma régulation vitesse pour y arriver? Sachant que le process, au niveau du process, il y a quelque chose qui va intervenir, c'est-à-dire un couple d'entraînement, d'accord, qui simule la route par exemple et qui entraîne votre voiture. Donc il faudrait changer quelque chose au niveau du couple résistant ici dans votre modèle de machine. Une autre situation très peut-être compréhensible, c'est lorsque vous avez deux machines à coupler l'une à l'autre. Vous avez généralement une machine qui va travailler en moteur et l'autre qui va travailler en mode générateur. Alors la machine qui serait en mode générateur, elle serait par exemple en consigne de couple et elle freinerait la première. La machine qui est en mode moteur, elle serait en consigne de vitesse et à ce moment-là, la consigne de vitesse lui dit au moteur tu tournes à telle vitesse. Et l'autre machine, elle freine avec une consigne de couple qui va freiner plus ou moins fort la première machine et donc simuler finalement une charge de type mécanique comme un ascenseur ou autre. Donc voilà encore une situation que vous allez rencontrer probablement au labo, avec deux machines à coupler, une en vitesse, une en couple. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour travailler en couple? La réponse est assez simple, parce que dans un moteur courant continu, le couple est une image du courant. Donc ça veut dire que mon couple, il est ici. C'est une image du courant qu'on va retrouver là. Donc ça veut dire que si je veux piloter mon moteur en couple, j'ai deux possibilités, ou je laisse une consigne de vitesse qui est relativement grande, mais de toute façon qui ne va pas être prise en compte parce que c'est la machine d'entraînement qui va imposer la vitesse. Et par contre, je peux ici jouer sur ma limitation et limiter la sortie du régulateur. À ce moment-là, je limite ma consigne de couple. Ouais. Donc ça veut dire que le régulateur en vitesse n'aurait plus d'effet ici, parce que c'est la machine d'entraînement qui impose sa vitesse. Mais par contre, en jouant sur la limitation, c'est comme ça que c'est fait dans les variateurs de fréquence, c'est une limitation en couple qui est possible via un potentiomètre de consigne au niveau du variateur. On va dire oui, mais c'est pas le couple, c'est le courant, mais on sait que dans le moteur à courant continu, le couple et le courant ne sont séparés que par la constante de couple. Donc on pourrait, si on voulait travailler directement en couple ici, appliquer un gain d'une valeur kT. Alors l'autre possibilité, ce serait d'être directement en couple et retirer ceci. Ça marche aussi, je peux retirer tout ceci, tout le régulateur en vitesse, et attaquer ici une vraie régulation en couple, avec un couple de consignes. Mais à ce moment-là, je dois le comparer à un couple mesuré. Ce couple mesuré, il viendrait dans mon modèle ici, mais concrètement, il viendrait d'un capteur de couple. Donc le capteur de couple me renverrait une valeur de mesure de couple. Alors on fait rarement ça, parce que le capteur de couple est relativement cher, et donc c'est des situations de luxe qu'on ne se permettrait que si vraiment on en a besoin. Et en plus, surtout que dans le moteur courant continu, le lien couple-courant est très évident dans cette machine d'essaiement permanent. Donc ça veut dire qu'on n'a vraiment aucun intérêt de passer par une régulation en couple par rapport à une régulation qui serait sur le courant. D'accord, mais ça peut se faire, on supprime ceci, on vient avec une consigne de couple, on compare avec la mesure qui vient du capteur de couple, on a une régulation en couple ici, et une limitation toujours au niveau de la tension. Donc ça fonctionnerait sans problème, mais donc on serait plutôt ici en mode frein pour la machine par exemple. C'est généralement l'utilisation qu'on ferait de cette régulation en couple. Donc ça c'était pour la troisième question. Et maintenant on va passer à des questions peut-être un peu plus longues. Donc la première c'est quel est l'impact de l'étage de puissance et de la partie découpage. Alors je vais reformuler la question. Est-ce que dans ma boucle ici de contrôle, je dois tenir compte à ce niveau-ci de tout ce qui va se passer au niveau PWM et découpage. C'est-à-dire, si on va voir le schéma, est-ce que je dois tenir compte de tout ceci? Est-ce que je dois simuler le découpage? Est-ce que je dois simuler la comparaison ici avec la dentille? Est-ce que ça crée un effet? Est-ce que ça crée une dynamique dans mon process?
la partie gate drive, etc. Donc, la réponse, on va essayer de l'établir petit à petit. Et on va prendre ici un premier exemple qui est le redresseur. Quand vous avez un redresseur ici en pont, triphasé, on va comparer la tension de commande qui sort de la régulation avec une dentille pour générer les instants d'amorçage après l'angle de retard à l'amorçage epsilon. Cet angle de retard à l'amorçage est pris en compte à partir de l'instant de commutation naturelle, c'est-à-dire le cas où vous auriez des diodes, c'est-à-dire ici. Ça, c'est votre 0. C'est le cas où on a des diodes. Et puis ici, après epsilon, on va donner l'impulsion sur le thyristor. On est sur une commutation d'un interrupteur duo, et par exemple, on passe de T1 à T3. Bon, la question est quoi? C'est de savoir s'il y a une dynamique à prendre en compte, et même au niveau statique, une fonction de transfert qui ferait le lien entre la tension d'induit concrètement que je pilote à l'entrée du moteur et la tension de commande qui sort de ma boucle de commande en bas niveau et au niveau par exemple du processeur. Bon, on sait que la tension d'induit à l'entrée du moteur c'est 1,35 fois la tension efficace d'entrée de ligne fois cosinus de l'angle de retard à l'amorçage. On a vu ça dans le chapitre redresseur. On sait aussi, si on regarde ici les deux triangles semblables orange et jaune, on sait aussi que pi demi moins epsilon, c'est-à-dire ce côté-là, puisque pi demi c'est de là jusque là, donc là on a pi demi moins epsilon, divisé par pi demi sur le triangle jaune, par les triangles semblables, c'est égal à la tension de commande, ici ce côté-là du triangle orange, divisé par le même côté sur le triangle jaune ici, UCM. UCM c'est la tension de commande maximum, donc c'est le sommet au fait de la dentille. Bon, si je rassemble ces deux équations, j'ai un lien entre la tension d'induit et la tension de commande, ce que je voulais, avec des constantes près. UMO c'est 1,35 fois U d'entrée, c'est constant. UCM c'est la tension de commande maximum qui est constante aussi. Donc, vous allez me dire c'est une relation sinusoïdale entre les deux, donc entre la tension de commande et la tension d'induit. Ici, c'est comme si j'avais une fonction à prendre en compte sinusoïdale. Dans les montages redresseurs, on a vu pour la petite histoire que généralement on va travailler avec des angles de retard à l'amorçage qui sont compris entre 30 et 150 degrés. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des ponts qui sont antiparallèles et le fait d'aller travailler près de 180 degrés, on risquerait d'avoir le problème du défaut onduleur et d'avoir une commutation qui ne se fait pas. Donc généralement on travaille entre 30 et 150 degrés. Donc cette fonction sinusoïdale est linéarisable entre 30 et 150 degrés. Si bien qu'on pourrait considérer que le lien entre UA et UC, c'est une constante, un gain qui vaudrait UMO sur UCM fois pi demi. Oui, donc c'est toutes des valeurs constantes, donc ce serait un gain. Donc ça, ce serait la fonction de transfert du redresseur au niveau statique à prendre en compte ici. Alors, si on regarde au niveau dynamique maintenant, donc au niveau dynamique, on va avoir, ici je suis passé vers un montage qui est à simple voie, donc sur 3 interrupteurs vers le haut, peu importe, c'est pour l'illustration. Et on va de nouveau avoir, lors de la comparaison de la dentille ici, avec le signal de tension de commande qui va changer, je suis en dynamique, donc imaginons que la régulation en vitesse sorte une tension de consigne qui doit évoluer. On doit aller par exemple plus vite ou moins vite, et donc la tension de commande change à ce niveau-ci, au temps T0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir un certain temps pour que j'aille le prochain croisement avec la dentille. Alors ce temps-là, il dépend de quoi? Si jamais je viens ici changer la tension de commande maintenant, je dois attendre tout ça. Si j'ai le changement de tension de consigne ici, hop, j'ai le prochain croisement avec la dentille, je ne dois rien attendre. Donc c'est ce qu'on appelle au sens automatique du terme un retard pur, qui se modélise par une exponentielle, avec un temps qui vaut t sur 2p. P c'est l'indice de pulsation du montage, ça dépend si vous avez 4 ou 6 interrupteurs, 4 ou 6 en monophasé ou en triphasé. Et donc c'est l'indice de pulsation, parce qu'on sait que en fonction du nombre d'interrupteurs, on va pouvoir utiliser plusieurs dentilles, ou alors au contraire plusieurs dentilles pour une même séquence. Bon, peu importe. Ce qu'on a besoin, nous, c'est du délai. On l'a dit, ça c'est le meilleur des cas, ça c'est le pire des cas, donc on a besoin de ce délai-là.
Donc ce délai-là, alors si on veut essayer de rattacher une valeur, on sait que on va commuter ici 3 fois par période 50 Hz dans un montage simple voie redresseur. Donc ça veut dire qu'on a des commutations à 150 Hz. Oui, donc de là on peut trouver une image de t qui est la période ici en faisant 1 sur 150. Donc ça, ce qui est important à retenir de ça, c'est que au niveau dynamique, à partir du moment où je vais changer la tension de commande, il va y avoir un certain délai, et 150 Hz c'est quand même relativement lent, avant de pouvoir avoir la prochaine prise en compte de ma modification via le croisement entre la tension de commande et la dent de scie. Donc ça veut dire que si je veux répondre à la question qu'est-ce que je dois mettre comme fonction de transfert pour tenir compte de l'électronique de puissance ici, a priori je dois prendre en compte un gain et un retard pur. Alors le retard pur en général n'est pas très apprécié si je viens l'ajouter ici au niveau du réglage, et donc on peut approximer ça à un premier ordre par le développement de Taylor en se limitant au premier terme. On peut aller chercher ici la fonction de transfert. Et un premier ordre est préférable dans notre boucle de régulation que d'aller tenir compte d'un retard pur. Donc ça c'est un raisonnement qui est fait sur les redresseurs commandés, qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais on va transposer ce raisonnement-là à un montage hacheur. Alors pour un montage hacheur, j'ai pris ici un signal triangulaire, on sait qu'il y a différentes variantes, j'ai pris une tension de commande ici qui varie entre 0 et la tension de commande maximum. Le hacheur il va faire quoi? Il va dire je sors 1 lorsque la tension de commande est supérieure à la tension de dent de scie, et il va sortir 0 quand le signal triangulaire est supérieur à la tension de commande. C'est cette tension de commande là qui est modifiée en fonction de ce qui va se passer dans la régulation en cascade en amont. Bon, si on essaie de faire le même raisonnement, je cherche le lien entre cette tension de commande et la tension d'induit de mon moteur. Vous allez voir que c'est assez évident. La tension d'induit, c'est le rapport cyclique fois la tension d'entrée du montage. Si on regarde ici par le triangle, on sait que UC sur UCM est égal à taux demi sur T demi, c'est-à-dire à taux sur T, c'est le rapport cyclique. Si je remets le rapport cyclique ici au-dessus, j'obtiens la relation suivante entre la tension d'induit et la tension de commande. C'est égal à US, c'est la tension DC de l'étage hacheur, divisé par UCM, la tension de commande maximum, qui est une constante, c'est le sommeur fait de la dent de scie. Par exemple, si vous avez commuté entre 0 et 3V3 via un processeur, le signal de dent de scie, c'est 3V3 pour la valeur de UCM. Alors cette relation-là, elle est assez évidente. Je vous explique pourquoi. Donc on cherchait le lien entre UC et UA pour voir s'il y a quelque chose à mettre ici. Si vous faites une régulation et vous dites que la sortie est limitée à 0,1 par exemple, entre 0,1, la tension d'induit est à 24 volts par exemple, c'est la tension d'entrée du DC du hacheur. Qu'est-ce que je dois mettre ici entre les deux? Je dois mettre un gain de 24, puisque là je varie entre 0,1, là je varie entre 0,24, et donc entre les deux j'ai un gain de 24. Et donc c'est ça que vous retrouvez ici dans la fonction de transfert. Si vous avez 24 volts DC en amont du hacheur, tension de commande de 1 volt, vous avez un gain de 24. C'est assez logique. Et au niveau dynamique, on va se retrouver ici dans le mode hacheur à des commutations de l'ordre de 10 kHz. Donc on va commuter 10 000 fois par seconde. Alors est-ce qu'il y a aussi une prise en compte? Ben oui, parce que finalement vous devez chaque fois attendre le prochain amorçage aussi. Si vous changez la tension de commande, il faudra attendre la prochaine intersection pour que ce soit pris en compte. Donc il y a également ce retard, sauf que ici vous n'êtes plus à 150 Hz, vous êtes à 10 kHz, 10 000 fois par seconde. Donc le temps ici du retard pur, il est minuscule, et donc on peut franchement négliger toute dynamique au niveau du montage de puissance. Ouais, donc la conclusion et la réponse à la question, quel est l'impact de l'étage de puissance et du découpage? Finalement, vous pouvez fermer les yeux, en tout cas en première approche, sur ce découpage et sur cet étage de puissance. Alors bien sûr qu'il y a l'adaptation du niveau de tension, comme on l'a dit, ça il faut bien prendre en compte, mais a priori, on ne doit pas modéliser notre convertisseur de puissance pour étudier la régulation et trouver les paramètres des régulateurs dans votre structure de réglage.
Alors on passe à la question suivante. Comment trouver justement les paramètres des différents régulateurs? Donc ce qui est important, donc c'est comme on vient de dire, le fait de découper le signal ne va rien changer à la dynamique du moteur. Et donc, puisque ça se fait à une fréquence qui est fortement différente des fréquences et des constantes de temps qui sont en jeu ici dans les régulateurs, donc qui sont liées à la constante de temps électrique et la constante de temps mécanique. Donc la fréquence de découpage étant à une autre échelle, ça n'apportera rien dans la raisonnement. Donc on ne tient pas compte de ce découpage-là. Mais comment trouver les paramètres des régulateurs? On avait proposé dans le chapitre d'introduction de travailler avec une méthode IMC. Donc la méthode IMC, elle repose sur le fait que on va modéliser son process avec un cas ici du tableau. Donc on va essayer de rattacher la fonction transfert du process à un des cas du tableau. Et quand on connaîtra le cas et le taux qui sont identifiés, par exemple pour le cas A, on va identifier le cas et le taux du process, on va pouvoir trouver les paramètres du régulateur, c'est-à-dire le terme P avec KC, qui est le gain, qui est exprimé en fonction de K. Attention que le K est ici, c'est KC fois K qui est donné ici, alors qu'on cherche que KC. Donc KC, ce sera 1 sur K fois taux sur taux C. Taux I, ce sera taux, et taux D, ici on conseille de ne pas en mettre. Ça, c'est quand vous avez un premier ordre. Bon, si vous avez un autre système qui n'a rien à voir avec les moteurs, ça marche aussi, et c'est tout à fait universel. Alors on voit que donc les paramètres des régulateurs, KC, taux I et taux D, dépendent de K et taux identifiés sur votre process, mais dépendent aussi de taux C, qui est la boucle, qui est la constante de temps désirée en boucle fermée. Alors on va appliquer la méthode IMC sur notre moteur alors et sur notre process, le process qui est défini ici donc comme étant ceci. Ça c'est votre process. Alors c'est parti, si on se place au niveau du régulateur de courant d'abord, finalement la partie courant, la régulation en courant, elle voit la partie du moteur qui est la fonction de transfert du premier ordre électrique du moteur, avec la constante de temps LA sur RA et un gain 1 sur RA. À quel cas du tableau ça nous fait penser? Ça fait penser au cas A, on voit que c'est un premier ordre, avec le K qui vaut 1 sur A, le taux qui vaut LA sur RA. Et donc on peut facilement calculer KC, taux I, on propose de ne pas mettre de terme dérivé, taux I ce sera taux, donc c'est LA sur RA, et KC c'est 1 sur K, donc c'est RA, fois taux sur taux C. Alors le taux C c'est la boucle, la constante de temps voulue en boucle fermée, je voudrais que mon système lorsqu'il est régulé réagisse 2 fois plus vite que lorsqu'il réagit en boucle ouverte. Ah oui, parce que l'idée de le réguler c'est justement de pouvoir imposer sa dynamique aussi. Donc, je veux aller 2 fois plus vite. Si je veux aller 2 fois plus vite, je vais prendre par exemple le taux C à 1,5 fois la constante de temps en boucle ouverte. Alors vous pouvez prendre un quart, vous pouvez prendre 1 ici. Si vous prenez 1, vous irez aussi vite quand vous régulez votre système que quand vous êtes en boucle ouverte. Ça va, j'ai pris ici 2 pour aller 2 fois plus vite. On sait vérifier ça évidemment après dans la simulation. Vous me direz, oui mais il y a la force électromotrice là, et il y a ce qui se passe là, vous n'avez pas tenu compte de ça. Alors en effet, ici je vois la force contre-électromotrice comme une perturbation sur laquelle je ferme les yeux. Et la méthode IMC en fait est une méthode assez robuste, donc c'est-à-dire que si vous faites une petite approximation ou l'autre, généralement les paramètres que vous allez trouver sont assez fiables. Alors bien sûr c'est pas les paramètres qui vont vous donner la meilleure dynamique possible, mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui tient la route et qui fonctionne comme première approche. Alors une autre justification du fait que je néglige la force électromotrice, c'est que la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse, et la vitesse, elle évolue de manière très lentement, via la constante de temps mécanique, qui est beaucoup plus lente que la constante de temps électrique. Donc si je néglige ce qui se passe ici lentement, par rapport à ce que je traite ici rapide, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Donc voilà, vous pouvez identifier vos paramètres et les remettre dans votre simulation au niveau des régulateurs, le KC et le taux I. Donc pour ça, il faut, je rappelle, dessiner votre régulateur et puis aller changer les paramètres à l'intérieur, comme ça a été montré au chapitre d'introduction. Alors,
Une deuxième approche peut... Oui, d'abord pour donc le régulateur de vitesse maintenant. Donc le régulateur de courant, c'était assez simple. Pour le régulateur de vitesse, c'est un peu plus compliqué parce que si vous regardez et que vous mettez à la place du régulateur de vitesse, qu'est-ce qu'il voit comme fonction de transfert en boucle ouverte? Il voit tout ceci, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il voit le régulateur de courant, il voit le premier ordre électrique et il voit le premier ordre mécanique. Alors deux manières de raisonner, il y en a encore d'autres, hein, il y a plusieurs manières d'approcher la chose. Alors la première, ce serait de dire que tout ce qui se passe à fréquence très rapide, pour le régulateur en vitesse, c'est pas important. Le régulateur en vitesse, il vous reste contenté de regarder ce qui se passe à des constantes de temps qui sont lentes, c'est-à-dire au niveau mécanique. Si on regarde un petit peu pour le moteur DCX, la constante de temps mécanique c'est de l'ordre de 1, c'était J sur F, qui était tous les deux de l'ordre de 10 moins 6, si je me rappelle bien. Et la constante de temps électrique, pour le moteur aussi, identifié dans le chapitre précédent, c'était L sur R, L était de l'ordre de 10 moins 4 et R de l'ordre de 1. Donc ça fait du 10 moins 4. Donc vous voyez qu'il y a un grand écart entre ce qui se passe au niveau électrique, pour le moteur DCX, par rapport à ce qui se passe au niveau mécanique. Donc en première approche, ce sera assez logique de dire que le régulateur de vitesse, je peux traiter pour lui uniquement ce qui se passe en termes de temps, de constante de temps mécanique. Donc uniquement ceci et ceci. D'accord? Donc les deux ici. Ce qui me ferait un premier ordre également, à ce moment-là c'est assez simple, ça revient à KA du tableau aussi. Le K à ce moment-là vaut KT sur F. Le taux il vaut J sur F. Et je peux exprimer alors le KC, le taux I, en fonction de K et de taux. Bon, on me demande quelle est la constante de temps en boucle fermée souhaitée pour le régulateur en vitesse. Celle en courant, si vous vous rappelez bien, on l'avait choisi un peu arbitrairement en fonction de la vitesse à laquelle on voulait réagir. Ici, vous êtes dans une cascade, et donc on est obligé dans une cascade à faire en sorte que ce qui se passe dans la boucle interne en courant soit beaucoup plus rapide que la boucle en vitesse. Donc, on va prendre une constante de temps souhaitée en boucle fermée, qui est beaucoup plus importante que la constante de temps souhaitée en boucle en courant. D'accord? En boucle fermée en courant. Alors vous pouvez prendre 5 fois, 10 fois, si vous voulez. Ici j'ai pris 10. Mais donc ça traduit le fait que, même si c'est un degré de liberté, dans la structure en cascade, je dois quand même vérifier que ce que je veux dans la boucle externe soit quand même plus lent que ce qui se passe dans la boucle interne. Et donc, c'est ça que on a pris ici un facteur 10. Ouais, alors ça c'est une approche un peu simplifiée, avec le fait qu'on va fermer les yeux sur tout ce qui se passe au niveau électrique. Si on veut être un peu plus juste maintenant, on va montrer que, en fait, le numérateur du régulateur PI ici va se simplifier avec le dénominateur ici. Et donc il y a une certaine simplification dans la fonction de transfert complète. Alors pourquoi est-ce que d'abord cette simplification? C'est parce que si vous regardez bien en courant, on avait pris un taux I qui est égal à taux, c'est-à-dire que la constante de temps ici au niveau du régulateur, elle est la même que la constante de temps ici au niveau du dénominateur LA sur RA. Donc ça veut dire que ici, si vous écrivez l'expression d'un PID, vous allez retrouver, enfin d'un PI, puisqu'il n'y a pas le terme D, vous retrouvez ceci, KI, 1 plus TIS sur TIS. Et donc si le TI ici vaut LA sur RA, ben, vous pouvez simplifier ceci avec ceci. Et vous retrouvez simplement ici, pour l'équivalent process au niveau courant, vous avez 1 sur taux CIS. Alors attention qu'il y a une rétroaction en courant, vous l'avez ici, et donc ce qu'on va retrouver à la sortie, c'est P1S sur 1 plus P1S, d'accord, à cause de la rétroaction. Multiplié par P2S, la partie process mécanique. Donc ça va donner un process équivalent en vert, qui est donné par la formule ici. J'ai remis la valeur de P1S là, ici aussi. Le P2S, c'est le premier ordre, comme on a dit. Et là, vous avez une fonction de transfert du process vue pour le régulateur en vitesse, qui n'est plus un premier ordre. Alors, si vous multipliez ici en haut et en bas par taux CIS, vous avez 1 sur taux CIS plus 1. Et donc, c'est l'équivalent du KB, du tableau ici, avec non plus un premier ordre,
vous avez ici un ordre avec le taux 1 et un ordre avec le taux 2. Taux 1 vaut taux CI, taux 2 vaut J sur F. Et là, on vous dit, vous pouvez trouver les paramètres des régulateurs, donc le K fois KC, vous avez ici le taux du terme intégral et le taux pour les termes dérivés, en fonction de taux 1, taux 2 et taux C. Taux C, de la même manière que ce qu'on a fait tantôt, on peut prendre 10 fois le taux C en courant, pour la cascade. Oui, donc ça c'est une manière un peu plus précise, un peu plus juste, mais par expérience, quand vous testez les deux, finalement vous arrivez à des paramètres qui fonctionnent très bien dans un cas comme dans l'autre. Donc on peut se passer de cette approche-ci, mais je comprends les étudiants qui auraient été frustrés par cette approximation-ci, un peu grossière peut-être. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre régulateur et vous mettez vos paramètres en courant et en vitesse. Vous venez mettre ça devant votre modèle Simulink et vous pouvez commencer à interpréter, regarder un peu ce qui se passe en changeant par exemple la consigne ici de vitesse. Vous pouvez changer la valeur du couple résistant ici, simuler différents cas de charge. Vous pouvez analyser ce qui se passe lors d'un démarrage. Vous pouvez regarder l'impact des limitations. Je vous conseille toujours de mettre vos limitations à l'intérieur des régulateurs ici, d'abord très très larges, et puis de les réduire seulement après, pour ne pas faire saturer vos régulateurs. On peut essayer, étant donné que la méthode IMC ne donne que des valeurs de paramètres qui sont voilà, des paramètres qui tournent, mais c'est pas les meilleurs paramètres qui soient. Vous pouvez, avec les critères au niveau de la régulation, optimiser les paramètres, par exemple, pour essayer d'atteindre votre consigne plus rapidement, pour essayer de ne pas avoir de dépassement, pour essayer de limiter autant que possible l'erreur statique, etc., etc. Donc là, je renvoie plutôt ça vers les automaticiens qui vont plutôt, eux, ajuster les paramètres donnés par la méthode IMC. Voilà. Donc on peut regarder bien sûr que votre consigne soit atteinte. Donc ici, on avait atteint la consigne par rapport aux 4000 qui étaient demandés, tours par minute. Donc voilà pour comment implémenter finalement votre régulation en simulation avec des paramètres de régulateur trouvés par une méthode assez simple par rapport à d'autres méthodes qui existent. Il y a même d'autres régulations qui existent. Vous pouvez faire des régulations par retour d'étape, vous pouvez faire des autres méthodes que IMC, vous pouvez jouer avec le placement des pôles, vous pouvez voilà, il y a plein de techniques qu'on voit en automatique. Ici l'idée c'est de donner à tous, électroniciens, électromécaniciens, une méthodologie de base, et puis après on appellera l'automaticien si on veut ajuster les paramètres avec un peu plus de feeling. Ce qui concerne moins les électromécaniciens et électroniciens. Question suivante. Jusque là on a fait une régulation en vitesse. Maintenant j'aimerais faire une régulation en position. Alors la régulation en position, pour prendre un exemple très concret. Vous travaillez pour la compétition robot dans l'équipe de l'ECAM et vous travaillez sur la partie motorisation du robot qui doit se déplacer. Et imaginons que le règlement vous demande de travailler avec un positionnement très précis en bord de table qui doit être atteint très rapidement. Donc le robot doit se déplacer au bout de la table, il doit arriver au bord à 1 mm près et il doit y arriver le plus vite possible. Jusqu'à présent, en général, dans la compétition robot, on travaillerait plutôt en boucle ouverte. Donc la boucle ouverte serait de dire, je vais mettre la tension sur le moteur, 24 volts, le robot va se déplacer, et quand je vois qu'il arrive près du bout de la table, je réduis la vitesse, donc je réduis la tension. Ça, c'est une pure boucle ouverte. Deuxième possibilité, ce serait de travailler en consigne de vitesse. C'est-à-dire, je vais demander au robot d'aller à 1000 tours minute, il y a une régulation en vitesse avec une cascade, et un contrôle sur le courant, ça veut dire que mon démarrage est contrôlé, et quand il va arriver près de la fin, je lui demanderai une consigne de vitesse qui est égale à 0. Bon, ça va pas encore être hyper précis, c'est déjà mieux. Et la troisième solution, ce serait de travailler avec une régulation en position, c'est-à-dire dire au robot, voilà ta position, c'est ça, je compte ta position via le codeur, et je compte où tu en es par rapport à où tu dois arriver, pour atteindre ta position très précisément, et pour y arriver assez vite, je vais imbriquer dans la cascade de position la régulation de vitesse et la régulation de courant, comme c'est imposé ici via
la structure en cascade à 3 étages, position, vitesse, courant. Il est possible aussi de faire une régulation en position en fermant les yeux sur l'étage de régulation en vitesse et de faire simplement position, courant. Donc concrètement, pour atteindre cet objectif-là, de régulation d'asservissement en position, ça revient à rajouter un 3e régulateur. Alors la démonstration n'est pas faite pour la méthode IMC, vous pouvez la faire si vous le souhaitez. Donc si c'est un peu compliqué parce que déjà pour le régulateur en vitesse, il fallait regarder le process en boucle ouverte et on avait déjà, donc pour lui, on avait déjà tout ce qui se passait là. Maintenant pour le régulateur en position, j'ai tout ce qui se passe ici. D'accord, donc c'est un peu plus complexe, mais pas impossible. Je vous donne le résultat. Le process se comporterait de cette manière-ci, qui correspond à un cas F du tableau, avec K qui vaut 1 et taux qui vaut taux C oméga. D'accord, donc là je vous demande pas de connaître le détail, mais simplement de pouvoir utiliser donc ce KF pour retrouver de nouveau le paramètre gain, le paramètre intégral, le paramètre dérivé. Oui, et donc il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule. Alors attention qu'on ait de nouveau une boucle en cascade, et donc ici il faudrait que la boucle ici en vitesse soit plus rapide que la boucle en position, donc a priori il faudrait que ici j'ai une constante de temps qui vale 5 à 10 fois TC oméga. Oui, donc là on pourra peut-être corriger, on pourrait peut-être mettre un facteur 5 pour être sûr quand même qu'il y ait de nouveau la condition sur la structure en cascade qui soit respectée. Bon, donc voilà pour la régulation en position. La question suivante c'est, j'ai développé pour mon robot la régulation en position. Je suis dans Simulink, d'accord, tout est dans Simulink, tout fonctionne bien. Je vois que mes consignes sont atteintes, mes paramètres de régulateur sont bons. Mais la question c'est comment est-ce que je vais passer de ça à la régulation sur le robot. Alors il y a plusieurs solutions possibles. Il faut trouver d'abord une cible sur laquelle je vais déployer mon code, ma régulation. Alors ici j'ai pris un exemple qui est peut-être pas l'exemple le plus optimum en termes d'encombrement, mais c'est une carte de chez National qui a un processeur et un FPGA sur lequel je peux faire tourner ma régulation. Alors bien sûr tout ce qui est la partie moteur, je vais la faire disparaître, donc tout ceci doit disparaître de mon code et doit être remplacé bien sûr par le vrai moteur. D'accord. Il faut venir ajouter les tâches de puissance ici aussi. Alors l'avantage de cette carte-ci, c'est qu'elle travaille directement en LabVIEW et qu'il y a moyen de compiler aussi du Simulink vers du LabVIEW. Donc, ça veut dire que ce que j'aurais codé dans Simulink, je peux directement le compiler en LabVIEW, qui lui compilera en C pour travailler sur le processeur directement. Maintenant, vous pouvez prendre un simple processeur ici et lui envoyer directement un code en C que vous avez programmé. Alors l'avantage de ce boîtier-ci, c'est qu'il a beaucoup d'entrées et sorties ici possibles, puisque vous allez devoir faire des mesures. Si on regarde le schéma ici, il faut pas oublier qu'il faut ramener toutes mes mesures qui venaient de mon modèle dans Simulink. Maintenant, c'est des mesures physiques. Donc je dois les rapatrier. Alors la mesure sur le codeur, je peux la rentrer directement sur une entrée numérique ici sur la carte. Ça c'est assez facile à faire. Quoique, si c'est un codeur 0,5 volts et que vous avez des entrées ici 3 volts 3, vous devrez passer par un diviseur. La mesure de courant, elle va rentrer dans un shunt qui serait éventuellement mis sur ma carte de puissance, et la sortie du shunt serait renvoyée alors via un facteur d'échelle sur l'entrée ici processeur pour que lui puisse faire la régulation à partir des mesures. Les tâches de puissance, ça peut être une carte qui est compatible directement ici avec la carte MyRIO. Donc ici vous avez un connecteur qui vient se mettre directement sur le boîtier. Et vous avez les tâches de puissance qu'on ne voit pas ici, mais qui est sur cette carte, qui est constituée donc d'un pont en H, 1,5 ampères, et donc deux bras pour faire le HR 4 cadrans. La source serait une batterie, le moteur est sur la roue de votre robot, et la boucle est bouclée, vous êtes passé en temps réel. Alors il y a deux modes, il y a le mode temps réel où on laisserait le PC connecté ici pour voir ce qui se passe, ce serait pour sur banc d'essai pouvoir développer notre travail. Et puis bien sûr, une fois que c'est développé, vous n'avez plus besoin de l'interaction avec le PC, vous pouvez couper cette relation-ci et travailler en mode déployé où le code est déployé ici sur le processeur.
vous mettez ceci à bord de votre robot. C'est pour ça que je disais que c'est pas la meilleure solution en termes d'encombrement et de poids. Mais vous pourrez mettre la carte sur votre robot. Et à ce moment-là, le tout tourne en déployé sans supervision directe. Une deuxième application, un deuxième exemple. On est cette fois-ci sur un petit banc d'essai avec un pouce serein, donc une application biomédicale. On doit essayer d'injecter du vaccin à des patients de manière automatisée. C'est un petit peu dans l'air du temps, hein, avec le coronavirus. Et donc imaginons ici que de manière automatisée, donc j'ai un petit moteur qui va ici engrener sur une transmission avec différents pignons et une vis sans fin qui va ici faire avancer le module vert pour pousser le sérum dans la veine dans le corps de la personne. Ça peut être aussi une prise de sang, donc si vous faites tourner le moteur à l'envers, vous pouvez dire qu'on a piqué le patient et qu'on a ici tiré une certaine quantité de sang pour faire une prise de sang. Donc ça c'est l'application biomédicale. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est quand même un asservissement en position. Pourquoi? Parce que si je veux injecter 2 millilitres en 1 seconde, j'ai besoin d'une dynamique quand même assez forte. Par exemple, pour que ça aille vite, il y a quand même 11 millions d'habitants à vacciner. Pour la petite histoire. Donc, si on veut que ça aille vite, et que le débit soit précis, donc la quantité qu'on va injecter soit précise, alors à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, mettons un capteur de débit, et on saurait avec le débit, avec une rétroaction dans la commande, on pourrait se dire, ça va, on est bon, on arrête le moteur avec une régulation en débit. Alors on va pas faire ça bien sûr, parce qu'aller faire une mesure de débit là, ça va pas être évident du tout. Par contre, on sait, à la précision de la transmission près, que si je fais autant de tours sur le moteur ici, je vais faire autant de tours ici de ma transmission, autant de tours sur la vis sans fin, et donc je vais connaître l'avancée ici du piston de la seringue, et donc je vais connaître la position, connaissant la section de la seringue, je vais connaître le débit exact. Alors exact donc à l'hypothèse près ici du jeu dans la transmission. Donc c'est bien l'asservissement de position. Je suis sur banc d'essai, donc je peux prendre une alimentation par exemple de labo, de table. Alors ce qu'on a fait au laboratoire, c'est un hacheur didactique, c'est pas les tâches de puissance ici, c'est un hacheur qui va prendre beaucoup de place, qui est assez volumineux, parce que justement on a voulu visualiser les choses. Donc on va avoir ici une commande via les potentiomètres, ça c'est pour la boucle ouverte, en analogique. À ce moment-là je modifie le rapport cyclique ici, et je vais pouvoir changer la tension sur le moteur. Mais vous pouvez aussi le prendre en main de manière numérique, en ayant ici des entrées PWM, et qui vont utiliser le même gate driver et le même MOS, bien sûr, donc les tâches de puissance restent le même, mais je le prends en main de manière numérique via le processeur qui est ici de chez Texas, le C2000. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est compatible directement avec MATLAB Simulink, et donc de votre simulation, vous pouvez retirer la partie moteur et directement envoyer les consignes IPWM au niveau ici de sortie du processeur et les envoyer vers mon boîtier, là. D'accord? Donc en fait, je génère les sorties PWM à partir des mesures. Les mesures vont revenir ici sur des ADC. Une fois que j'ai la mesure de courant, elle revient. J'ai la mesure de vitesse sur une entrée numérique. La régulation se fait. J'ai mes sorties pour les 4 interrupteurs. Je vais envoyer les sorties PWM sur les bras. J'ai besoin de combien d'informations? J'ai 4 interrupteurs, 2 bras si vous avez des fonctions bootstrap. Vous avez simplement 2 signaux à envoyer. Et donc ces 2 sorties PWM vont être envoyées ici. On attaque le bootstrap, le driver, et ensuite la commutation sur les MOS. Donc c'est un peu difficile à montrer en vidéo, mais par contre je vous invite au laboratoire à venir jouer avec ce hacheur pédagogique. Donc qui est soit analogique, soit numérique, par la position sur les jumps qu'on a ici dans le boîtier. Donc ça, c'est une solution qui est peut-être encore très intéressante aussi, parce que vous êtes dans MATLAB, vous êtes en train de faire votre simulation, vous avez simulé le modèle du moteur, ensuite vous développez la partie régulation. Dans les régulateurs, vous voulez trouver les paramètres, vous appliquez la méthode IFC, vous testez, vous les optimisez jusqu'à ce que ça marche très bien. Une fois que ça marche bien, vous retirez votre bloc moteur, vous le remplacez bien sûr par le moteur réel,
Vous allez récupérer les mesures via un shunt dans le boîtier ici. Vous allez récupérer la mesure vitesse. Vous pouvez rentrer ici moyennant une division aussi, hein, parce que c'est 5 volts et la 3 volts 3. Une fois que le processeur a tout en main pour calculer et faire sa régulation, il a les paramètres de régulateur, vous êtes dans Simulink, vous pouvez lancer directement en temps réel, et comme ça vous gardez une supervision sur votre PC de ce qui se passe. Une fois que ça marche bien, vous fermez le PC, vous déployez votre code dessus, sur le processeur, et vous n'avez même plus besoin du PC. À ce moment-là, vous pouvez embarquer ça, et tout fonctionne correctement. Alors bien sûr, les électroniciens ou informaticiens préféreront d'aller programmer directement un chip en C, sans avoir beaucoup de supervision, un peu les yeux fermés comme ça, parce qu'ils sont plus habitués. Ça permet d'avoir des systèmes qui sont peut-être plus compacts aussi. Mais pour un électromécanicien, ce système-ci permet en tout cas de boucler la boucle en termes simulation et contrôle temps réel par la suite. Dernière question sur ce contrôle, on avait dit qu'on terminerait par là. Si vous n'avez pas un moteur à aimant permanent, mais vous avez un moteur de puissance avec un enroulement d'excitation, donc l'enroulement d'excitation se situe à ce niveau-ci bien sûr, sur le stator, et la question serait, est-ce que je peux essayer de modifier ma vitesse pour passer au-dessus de la vitesse nominale en démagnétisant la machine, donc en réduisant le flux dans la machine en défluxant. Ça me permettra de dépasser la vitesse nominale et donc d'aller encore plus vite, puisque je ne pouvais plus augmenter la tension puisque je suis arrivé à la tension nominale sur l'induit. Je vais agir maintenant sur l'inducteur. Mais attention, il faut être bien clair, je vais devoir le faire avec un deuxième hacheur. Le premier hacheur qu'on a traité jusqu'ici pilotait la tension d'induit sur le rotor, pardon. Par contre ici, vous avez une action qui va se faire sur l'enroulement d'excitation. Donc on imaginerait deux hacheurs. Alors, on a pu modéliser l'enroulement inducteur par une fonction du premier ordre. Ici, vous avez 1 sur RE, L sur RE, S plus 1. La caractéristique de l'enroulement d'excitation, c'est qu'il a une forte inductance, parce que vous avez essayé de créer beaucoup de tours. Donc l'inductance est grande par rapport à l'induit. Donc la constante de temps ici sera plus grande au niveau de l'inducteur, que au niveau de l'induit. Le flux n'est plus généré par les aimants, c'est le courant d'excitation, en fait, qui est issu de cette fonction de transfert en fonction de la tension qu'on lui a mis, qui détermine le flux, et à partir de celui-là, vous faites k phi fois oméga pour avoir la vitesse, k phi fois IE, et vous avez, et encore fois IA, vous avez le couple moteur. D'accord, donc il y a bien sûr une interaction induit-inducteur par le B qui change cette fois-ci. Et donc si ça c'était la structure en cascade qu'on établit jusqu'à présent, ici en régulation en vitesse, on jouait sur l'induit. Maintenant, on pourrait dire, attention, si la vitesse que je demande pour un moteur de 1500 tours nominal, si la vitesse que je demande est de 2000 tours, alors à ce moment-là, je ne sais pas l'atteindre par l'induit. Ce que je dois faire, c'est défluxer. Et donc, il faut que l'information de consigne arrive ici, et qu'on dise, attention, je suis au-dessus de la vitesse nominale, donc ce que je peux faire avec le flux maximum. Je dois donc réduire l'excitation, et la consigne ici de courant d'excitation, pour réduire le flux dans la machine. À ce moment-là, je passe par un régulateur, et ce régulateur va changer la tension d'excitation via le hacheur qui serait sur l'enroulement d'excitation. Alors, il diminue le flux, et ce sera pris en compte ici dans le modèle de la machine, ce qui va me permettre d'atteindre ma vitesse supérieure à la vitesse nominale. Donc ça c'est possible de le faire, mais il faut un enroulement d'excitation, ce qu'on retrouve assez rarement aujourd'hui, puisque des machines courant continu de puissance avec enroulement d'excitation c'est plus très fréquent. Mais par contre c'est très très intéressant pour pouvoir comprendre après ce qu'on va faire sur les machines à courant alternatif, où en fait on va essayer de refaire la même chose, mais sans avoir deux points d'accès, puisqu'ici on a un point d'accès sur l'induit et un sur l'inducteur, j'insiste bien, ce seraient deux hacheurs différents. Alors on n'aura plus ça dans les machines à courant alternatif par la suite. Voilà, ça termine ce chapitre-ci de contrôle sur le moteur, très intéressant je pense, et si ça vous intéresse, que vous soyez électromécanicien, automaticien ou électronicien, c'est de faire un modèle Simulink, en fait, sur ce système d'entraînement d'essai à aimant permanent, parce qu'il est relativement simple, comparativement à ce qu'on va faire dans les chapitres sur les machines à courant alternatif.
mais ça permettrait de bien comprendre les choses. Alors pour les automaticiens, c'est obligatoire parce qu'ils font dans le cadre d'une autre UE, mais si les mécaniciens ou électroniciens veulent s'essayer, dans Simulink, de mettre d'abord le modèle du moteur, construire son régulateur avec anti-wind-up, ensuite mettre son régulateur de courant, puis son régulateur de vitesse, éventuellement son régulateur de position. Le régulateur de vitesse, ce serait déjà bien. Et puis de jouer un peu avec ça et se poser la question, tiens, maintenant je veux passer sur mon système temps réel, comment je fais, en fonction d'une application qui vous tient à cœur par exemple. Ben voilà, n'hésitez pas et vous pouvez faire l'exercice, et si vous avez besoin de l'aide, on est là pour ça. Voilà, je vous invite à passer donc au contrôle de la machine suivante.